Malheureusement, on ne peut pas savoir quand ça va tomber sur une personne parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui. Et on peut se retrouver tout en haut et du lendemain tout en bas. Yael Talitiane, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis ce matin chez vous, voilà, dans votre maison. On est ici parce que vous avez une histoire un petit peu particulière et quand on pense à la précarité, on voit tout de suite des images de grande misère, de grande noirceur et parfois c'est des familles complètement normatives à cause d'accidents de la vie ou d'embûches sur leur chemin, eh bien, qui tombent dans la précarité. Alors, c'est pas forcément des choses qui se voient à l'œil nu. Exact. C'est ça qui est difficile à expliquer parfois aux gens. Exact. Alors, vous étiez venu en Israël il y a à peu près 30 ans. Oui, 27 ans. Famille tout à fait normative. Vous Exact. vous travailliez chez Sheila, vous étiez directrice adjointe d'un magasin. Vous avez une très bonne situation. Exact. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, on va dire, la première embûche a commencé donc en 2010. Au moment où moi, je me suis sentie pas vraiment très bien, j'ai eu des problèmes au niveau des services de santé, oui. Après plusieurs traitements en Israël, ça n'a pas vraiment fonctionné. On m'a dit, vaut mieux aller en France, retourner en France. Tu es française, ça va pouvoir t'aider. Moi, je voulais pas du tout, puisque ça faisait quand même beaucoup d'années que j'étais en Israël. Donc là, c'est déraciné 5 enfants, un mari qui est israélien complètement, qui accepte sincèrement. Et les choses commencent à partir donc de... À partir de là, à Voilà. commencer à se dégrader. Voilà. Donc, vous faites quelques temps en France, vos enfants ne s'adaptent pas. Du tout. Ils repartent seuls en Israël. Exact. Et finalement, bon, la famille est un peu au bord de l'implosion, il faut bien le dire. Le couple Exact. aussi en prend un coup, mais vous vous tenez bon, vous revenez tous en Israël. On revient tous avec des étapes différentes. La première, 4 mois après. La deuxième, 10 mois après. Mon mari et mon fils... presque 1 an après, et les 2 dernières, mes 2 petites avec moi, 1 an et demi après. Alors, vous n'avez plus de travail, évidemment. Du tout, puisque j'ai démissionné. Bien sûr, et donc c'est là que ça commence à Voilà, c'est là que se ça compliquer. Donc vous prenez des petits boulots. Tout à fait. Le premier boulot qui est arrivé après que je suis arrivée, on va dire 4 mois après, c'était la boulangerie à la Coop, un supermarché. Bon, c'est pas du tout ce que moi j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai appris. En France, j'étais enquêteur financier. Enquêteur financier, ça veut dire quoi? C'est moi qui devais proposer des prêts. On me demandait des prêts des grosses sociétés. Je vérifiais leur situation au niveau du registre du commerce, au niveau de la Banque de France. Et si c'était solvable, je pouvais donner de très gros prêts. Voilà. Ok, alors, les petits boulots s'enchaînent. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un état où on est sur la ligne à... Dans un des petits boulots, je suis tombée et je me suis fait une fracture au niveau du genou. Donc là, je ne pouvais plus du tout travailler, du tout travailler. Et là, on commençait vraiment les problèmes. Ça veut dire que vous avez commencé à prendre des prêts pour... de plus en plus, voilà, assurer de plus en plus. Votre mari travaillait? Mon mari, à l'époque, travaillait dans un bêta-vote parce que lui aussi a quitté une très bonne place pour la France. Il travaillait pour la mairie et lui aussi donc a démissionné parce qu'il fallait nous suivre, quoi. Et donc, il a trouvé un boulot qui correspondait à ce qu'il faisait, mais bon, malheureusement, il fallait le faire. Dans un bêta-vote, il était métapel, si vous dites. Et donc, c'était une très... Donc, tous les deux, vous travaillez, c'était pas au SMIC, voilà. Oh, d'accord. Donc, bon, mais après, moi, je ne travaille plus. Il ne reste plus que la paye de mon mari qui est au SMIC. C'est quand même 5 enfants à nourrir, puisque j'en ai 5, que Dieu bénisse. Et là, donc, c'est des prêts sur prêts. Mon accident que j'ai eu m'a fait... le Bitoire Toumi m'a dit que je pouvais me remettre à étudier. Donc, je me suis dit, je vais faire une formation parce que, bon, il faut sortir d'où on est. Donc, je reprends mes études en 2015, fin 2014. Et tout 2015, c'est Maskirout Refouit, donc secrétaire médical. Quelque chose de très difficile puisque c'est tout en hébreu. On m'avait pas donné beaucoup de chance, hein, puisqu'il fallait écrire en hébreu, il fallait lire en hébreu. Bon, parler en hébreu, je le parle très bien. Et je voulais prouver que quand on veut quelque chose... Et j'ai fini première de la promotion dans tout Israël.
en 2015. J'ai un stage qui a été donné, que j'ai fait, excusez-moi, à Shaharat Tzedek. Et à partir de ce stage, on me dit que je vais pouvoir rentrer à travailler chez eux. Et malheureusement, là arrive un accident d'avion encore beaucoup plus grand. Le 16 octobre 2015, un attentat à Pisgat Ze'ev. Et mon fils fait partie d'une des victimes. Voilà. À partir de ce moment-là, la vie bascule complètement. Carrément. Depuis 4 ans et demi, jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que cet attentat-là à Pisgat Ze'ev, il y avait 2 terroristes. Mon fils sortait de la yeshiva tironite de Pisgat Ze'ev. Là, il comprend qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, parce qu'il voit une personne, un jeune homme, qui court avec 2 couteaux dans sa direction. Il a eu le réflexe, parce qu'il est très intelligent aussi, de dire quelques mots en arabe. Cet arabe-là, donc ce terroriste, continue. Donc là, il sauve sa vie une première fois. Et à partir de ce moment-là, il se met à courir. La police a descendu le terroriste qui était en face de lui. Et à partir de ce moment-là, comme ils ont vu qu'il courait en sens inverse, ils avaient pensé que c'était lui le deuxième. Donc, ils le mettent à terre et à une millième de seconde, il se retrouve avec une arme à feu sur sa tête. Et c'est un des élèves qui crie qu'il est Yehudi. Et c'est comme ça que... Il a été sauvé. Oui. Mais bon, nous, on ne savait pas que ça allait engendrer des problèmes. Ouais, c'est-à-dire que lui, il a très très mal vécu, on peut imaginer, mais un point vraiment important, il a voulu mettre, j'imagine, fin à ses jours. Exactement, puisqu'il souffre d'un PTSD qui a engendré aussi un OCD. Donc, c'est quoi un PTSD? C'est un post-trauma. Pour lui, c'est de ne pas dormir la nuit, puisque la nuit, c'est quand même la terreur pour lui. Donc, il peut rester, voilà, il est 10h10 du matin. Il dort parce qu'il est parti dormir à 5h du matin. Donc, ça fait combien de temps? 4 ans et demi. 4 ans et demi, il s'est pas remis. Alors, pourquoi ça a précipité encore plus? Parce que là, il fallait prendre des prix encore plus grands pour les soins, parce que bon, on n'a pas été reconnu de suite par le Bitur Haloumi. Les psychiatres sont très chers. C'est 600 shekels toutes les 3 semaines. Ça a pris combien de temps pour que le Bitur Haloumi... Pratiquement 2 ans. Mais c'est même pas une aide, je veux dire qu'on n'a pas eu de somme. Je veux dire que maintenant, aujourd'hui, l'aide qu'ils nous donnent, c'est d'avoir un psychiatre, puisque le psychiatre, c'est de lui trouver une formation. Mais je veux dire que financièrement, il n'aide pas. Parce que ça a été une guerre. Travailler pour rester avec lui. Mais moi, là, j'ai donc dû refuser mon emploi à Shaharat Tzedek, malheureusement. Pour rester avec lui? Pour rester avec lui pendant 3 ans et demi, puisqu'il ne pouvait pas se lever tout seul. Il ne pouvait pas aller à l'école, il fallait que je l'amène. Quand il devait prendre sa douche, il fallait que je reste dehors pour lui dire de se dépêcher, mais il n'arrivait pas. Donc ça pouvait prendre des heures et des heures. Donc des factures très hautes d'eau, d'électricité, parce que c'est 24 heures sur 24 avec lui. Il ne pouvait plus dormir seul, il fallait dormir avec lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je refuse l'emploi. Mais malheureusement, en 2018, il fallait que je rende un prêt de 185 000 shekels. Pourquoi un prêt si important? D'abord parce qu'il y avait des prêts antérieurs que je n'avais pas fini. Ouais. 2, parce que comme je savais que je n'allais pas reprendre du travail, donc la banque vous propose, mais ça, il faut faire très attention aussi. Ils vous disent des découvertes. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas reprendre le travail, la situation est complexe, attends que le Bitur Haloumi va te donner l'aide. Et au final, on vous propose de couvrir tout le découvert. On vous propose une somme pour pouvoir vivre, soi-disant. Mais ça va très vite puisqu'il n'y a pas d'entrée, il y a une seule entrée qui rentre. Et là, c'est un ultimatum puisque ça s'appelle Alvad Gishur. Donc, c'est-à-dire que vous donne une date précise. Pré-relais. Voilà. Et c'est une chose qu'on ne m'avait pas dit à moi en 2018, que si on ne rend pas à la date précise, qui était le 28 février 2018, on peut avoir une saisie sur la maison, sur tout. Et moi, je n'avais pas la somme, puisque je n'avais pas encore commencé à travailler. Et il fallait mettre en hypothèque la maison. Et c'est là que les choses ont commencé à aller de plus en plus... C'était de plus en plus grave. Où vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, je me suis obligée de sortir travailler il y a 1 an, on va dire 1 an et demi, dans une boutique de foulards, Rehov Yanai. Et ça, c'est une survie. C'est pour payer le prêt, puisque j'ai hypothéqué la maison.
J'ai marié une fille il y a très peu de temps. Et c'est pour survivre du jour au jour. Voilà, c'est un kiou. Pour couvrir les frais quotidiens. Voilà, couvrir les frais quotidiens et parce que bon, c'est plus possible. Est-ce que vous avez eu des moments de découragement? Oui. Vous avez cherché de l'aide, vous n'en avez pas Oui, trouvé, trouvé? J'ai cherché de l'aide. On m'a fait croire, miroiter que c'était possible. Je ne vais pas dire parce que je ne veux pas faire de chemin. Non, je ne veux pas rentrer dans ça. On m'a fait miroiter pendant presque 7 mois. Quelque chose qu'on pouvait aider, que je pouvais avoir une aide financière. Et ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Donc là, j'ai eu vraiment un grand découragement parce que je me suis dit, au final, on vous propose quelque chose, on ne vous le donne pas. Et j'ai dû être obligée de reprendre un prêt à haute très élevé l'année dernière. Donc c'est un nouveau prêt en dehors de mes prêts pour finir, pour être tranquille au moins tous les mois payer une somme pour essayer de rembourser. Voilà. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce fonds d'urgence que Qualitas essaie de créer? Oui, c'est une chose très, très, très importante. En tant que maman de 5 enfants qui était normative, avec une famille où tout fonctionnait très bien, où dans moi, je donnais énormément de dons. Vous avez été longtemps donatrice pour la communauté? Oui, très longtemps donatrice, mais des dons très importants. Et donc, malheureusement, on ne peut pas savoir quand ça va tomber sur une personne, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui, je veux dire, et on peut se retrouver tout en haut et du lendemain tout en bas. Donc, quand il n'y a pas d'aide réelle, c'est très compliqué, malheureusement, parce que c'est de se retrouver sans rien. On ne sait pas à qui se tourner, comment faire. Et c'est toujours la peur au ventre. Donc, si... Vous avez passé des journées à courir les Gmachim? Oui, j'ai fait les Gmachim. Les associations? Les associations. Vous avez été soutenue? J'ai été soutenue par une association. Elle m'a énormément aidée pendant pratiquement 3 ans. C'est le Cœur des mamans. Il est arrivé à un moment donné où moi j'ai repris du travail, et c'est normal, parce qu'il y a tellement de familles qui ressemblent à mon histoire. On ne peut pas rester toujours dans une même association. Je pense qu'ils ont fait un peu plus pour moi que pour les autres. Et en dehors des Gmachim, les Gmachim c'est quelque chose de différent. Il faut aller se déplacer. Il y a une honte quand on va chercher les colis, quand on regarde tout ça. Chez le Cœur des mamans, c'était complètement différent puisque c'était des bons d'achat tous les mois. Et c'est vrai que cette aide que je n'ai plus aujourd'hui, qui est très compliquée parce que c'était une somme qui, au moins pendant 1 mois, je savais que je pouvais faire des courses qui étaient différentes des courses quand on a passé bon là. Et c'est vrai que c'est compliqué puisque aujourd'hui je ne les ai plus. De se dire comment on fait quand on arrive au super et qu'on est obligé d'enlever ou quand voilà, là il fait froid, donc il faut faire attention de ne pas allumer le chauffage ou le masgan. Il faut toujours calculer. Et donc, s'il y a la possibilité de donner à une association ou ce que vous allez entreprendre, parce qu'on n'arrive pas à voir tout ça. Quand on n'explique pas, si on ne dit pas notre histoire, c'est des choses qui peuvent être vues à l'œil nu. Et c'est ça qui fait que des familles peuvent encore descendre la pente de plus en plus. Puis, aux proches, on ne parle pas toujours. Non, du tout. On ne parle pas? Non. On a honte? On a honte, parce que c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer parce que je veux dire, quand on nous voit, on ne peut pas savoir. Et c'est une chose c'est un principe que j'ai été éduquée comme ça. Nos problèmes, on n'a pas à les sortir en dehors. Il faut les vivre entre nous. Pourquoi vous avez décidé de témoigner? Parce que la souffrance de tellement d'années, de voir que c'est compliqué. Si je l'ai vécu et si ça m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Donc je pense que s'il y a une association ou des personnes comme vous qui peuvent aider et prouver qu'on peut être comme tout le monde, mais vraiment comme tout le monde, et se retrouver de l'autre côté de la barrière, je pense que c'est mon devoir de le faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter aux familles, peut-être qui vont regarder aussi ce reportage et qu'ils aient confiance en eux, qu'ils en parlent, qu'ils essayent de dire où est le problème, pour qu'on puisse les aider, de ne pas perdre pied, parce que bon, je veux dire que j'ai vécu des choses très compliquées, mais bon, il faut rester soudés, c'est très important, pour pas qu'on puisse encore tomber dans cet enfer, quoi. Donc ça, c'est une chose qui est très importante, et je vous le souhaite, parce qu'il faut vraiment, c'est de plus en plus compliqué,
Et il y en a de plus en plus aujourd'hui, c'est ça le gros problème. Donc j'espère que ça va vraiment fonctionner pour vous.